Tous les jours, on croise en ville des personnes assises à même le sol, avec une pancarte très simple, « J'ai faim ». On s'est dit que c'était pas normal que dans un pays de bouffe comme la France, des gens manquent de nourriture, quoi. Coluche a lancé les Restos du Cœur dans les années 80, en pleine crise économique. Son idée était de créer une cantine gratuite, fonctionnant grâce aux dons. Mais ce qui aurait dû être un éphémère dispositif d'urgence, c'est d'installer dans le paysage comme le mode d'approvisionnement de millions de personnes. En un an, la demande d'aide alimentaire a augmenté de 15% et l'association collecte chaque année l'équivalent de 23 millions de repas. L'anthropologue Bénédicte Bonzi a participé entre 2017 et 2022 aux maraudes des Restos du Cœur en Seine-Saint-Denis, et elle en a fait le terrain de sa thèse et de son livre « La France qui a faim, le don à l'épreuve des violences alimentaires ». Les bénévoles qu'elle a rencontrés au Restos du Cœur sont animés par la volonté d'agir concrètement face à l'injustice, mais ils sont aussi les premiers à reconnaître les limites et parfois même la violence que peut charrier le don de nourriture, surtout tel qu'il est organisé aujourd'hui. Pourquoi, par exemple, l'aide alimentaire devrait-elle forcément recycler les invendus des supermarchés ? Une politique sociale basée sur le don peut-elle être juste ? À qui profite le don ? Il y a des manières plus ou moins directes de donner à quelqu'un qui a faim. Certains offrent une pièce ou un ticket restaurant, d'autres préfèrent faire un virement à une ONG depuis leur ordinateur ou leur téléphone, et d'autres encore, plus rares, donnent de leur temps pour distribuer la nourriture. Et pour cela, la notion de justice est centrale. C'est ce sentiment d'injustice qu'on peut vivre la nuit en maraude en se disant « Mince, mais en fait, cette famille que j'ai croisée, elle va dormir dehors, il y a des enfants... » Et en fait, quand on est derrière son ordinateur, c'est un peu ce que Boltanski appelle le soulagement. En fait, on se soulage de ce don à distance et on se dit que tout va bien. Voilà, il y a un tsunami, vite, on fait un don, on a l'impression d'avoir contribué. Bénédicte Bonzi aborde le don en tant qu'anthropologue. Et elle montre qu'un don qui fonctionne, c'est un geste qui ne concerne pas que le produit transmis, mais qui fait circuler autre chose. Ce que j'ai vu dans mon travail de recherche, c'est aussi que des plats qui avaient peut-être aucune saveur, aucun goût, étaient accueillis comme si c'était le meilleur des repas que les gens auraient mangé. Mais c'est toute la chaleur que le bénévole mettait dans le plat qui finalement comptait beaucoup plus que la nourriture qu'il y avait dans l'assiette. On va charger la nourriture d'un autre sentiment. Moi, celui que j'ai identifié, que je trouve finalement le plus riche, c'est ce sentiment de justice, de dire à l'autre, en fait, tu as le droit. Je suis pas là pour te faire la charité, je suis là parce que tu as droit, et tu aurais même droit à plus. Je fais que avec ce que j'ai, et tout ça, c'est non dit. On va pas répéter à chaque fois, mais dans les gestes, dans le non-verbal, la nourriture, en fait, qui est donnée, elle est juste le support à tout ce que devrait avoir la personne et au fait de dire de ma place, je fais de mon mieux pour faire en sorte que tu comprennes qu'on te lâchera pas. Le don de temps et de nourriture des bénévoles est un geste fort et chaleureux, mais en pratique, ces bénévoles se retrouvent malgré eux pris dans les rouages d'un système d'aide alimentaire qui, lui, n'est pas très chaleureux, puisqu'en gros, ce qu'ils donnent provient principalement de deux sources. D'une part, l'Union européenne fait des appels d'offres et achète le moins cher possible de la nourriture, souvent de mauvaise qualité, qui est ensuite distribuée aux associations d'aide alimentaire. Comme 3 autres associations françaises, elles avaient reçu des tonnes de steaks hachés de très mauvaise qualité, sans conséquences pour la santé, mais qu'il était difficile de qualifier de viande. D'autre part, les bénévoles récupèrent les invendus des supermarchés lors de ce qu'ils appellent les ramasses. Le don, il se définit par le fait qu'on ne sait pas quel retour on va avoir. Et quand on fait un don au supermarché ou quand le bénévole il va donner dans la rue, lui, il sait pas du tout ce qu'il va recevoir en retour. Moi, je parle de dons directs, de vrais dons. Et par contre, dans l'approvisionnement de l'aide alimentaire et les besoins qu'il faut couvrir pour nourrir ces millions de personnes qui grossissent chaque année les rangs de l'aide alimentaire, non, il y a tout un tas d'autres pratiques qui sont au-delà du don. Il y a aussi beaucoup d'achats, et c'est ça qui peut poser question, et tout un système qui, pour moi, n'est plus du don, qui vient en fait de la récupération des produits et de la ramasse, et qui est mise en place dans ce qu'on appelle aujourd'hui des conventions de dons, mais qui n'en sont pas, qui est une forme masquée de marché de la faim, où on va savoir, avant de donner,
qu'on va être défiscalisé à hauteur de tant d'euros. Donc c'est ça qui incite au don. Cette défiscalisation opère à plusieurs niveaux. D'abord, elle concerne depuis la loi Coluche de 1989 les dons d'argent que font les particuliers aux associations comme les Restos du Cœur. Et ce choix de faire reposer une grande partie du financement de l'aide financière sur la défiscalisation n'est pas anodin. Il signifie que la responsabilité de nourrir ne repose pas sur l'État, mais sur les particuliers. Daniel, on y va ? Du lait premier âge, on a environ 2 fois plus de familles que l'année dernière. Face à l'augmentation des besoins, aider nos bénévoles à agir, donner. Plus récemment, avec la loi Garot de 2016 visant à lutter contre le gaspillage alimentaire, les supermarchés bénéficient désormais aussi d'une défiscalisation sur les produits encore consommables qu'ils donnent aux associations. Or, non seulement on peut se demander dans quelle mesure un don défiscalisé est encore un vrai don, mais en plus, le fait d'avoir connecté l'aide alimentaire à la lutte contre le gaspillage pose d'autres problèmes. Je m'étais toujours dit, c'est vrai qu'il y a un tel niveau de gaspillage, vous dites 10 millions de tonnes de nourriture jetées chaque année. Ah ben oui, c'est parfait, il faut donner ça aux pauvres, voilà, c'est très bien. Et en fait, en vous lisant, j'ai découvert que non, en fait, c'est assez violent finalement comme système. Oui, le système, en fait, de rapprocher deux problèmes en se disant que ça crée une solution, sans réfléchir, en fait, à la dignité et à l'éthique derrière ces solutions, ça crée un problème supplémentaire. C'est-à-dire que, oui, il y a du gaspillage alimentaire, mais si au lieu de le réduire, eh bien, finalement, je crée un marché de la faim derrière, non seulement je réduis pas le gaspillage alimentaire, mais j'assigne une frange de la population à devoir absorber ce surplus de nourriture. Et là, le message qu'on leur adresse, et finalement, c'est eux aussi qui le font remonter, il est, oui, très violent. C'est-à-dire que le produit, vous allez pouvoir l'avoir quand on juge qu'il est plus bon pour les autres. Elle le dit vite, mais ça vaut le coup de s'arrêter un instant sur ce paradoxe. Le système qui relie l'aide alimentaire à la lutte contre le gaspillage favorise in fine le gaspillage, puisque par exemple, un supermarché va faire cuire des baguettes à 20h et prendre le risque de ne pas en vendre parce qu'il sait qu'il les donnera le lendemain à une organisation et que ce sera rentable pour lui grâce à la défiscalisation. D'où cette expression très forte de marché de la faim. Dans cette grande surface de Bordeaux, on fait la chasse au gaspillage depuis longtemps. Une loi y incite déjà depuis des années. On est sur un partenariat, c'est donnant-donnant. On a aussi une défiscalisation qui est là, il ne faut pas se leurrer. Donc on n'a aucun intérêt à ne pas porter le don alimentaire. Et du coup, je considère cette population un peu comme une variable d'ajustement d'un système alimentaire qui est devenu fou. Parce que si on en est là avec ce gaspillage alimentaire, c'est aussi parce qu'on contraint tout un tas d'agriculteurs à produire trop pour produire assez. On est dans un système agricole dans lequel on impose des excédents puisqu'on impose l'agrandissement, on impose l'endettement pour avoir des primes PAC, pour donner l'illusion que le revenu va changer alors qu'il baisse tout le temps parce que c'est les cours internationaux et que du coup on met des gens en détresse comme jamais et qu'on est... Les paysans, les agriculteurs. Face à une profession quand même où le taux de suicide est le plus important et il faut le dire. Donc ça marche pas côté production. Je trouve ça intéressant, sa manière de relier les deux extrémités de la chaîne alimentaire. Tout en amont, les agriculteurs sous pression qui sont poussés à produire trop, et en aval, les pauvres qui sont appelés à absorber ces excédents, quelle que soit leur qualité. Et ça se traduit très concrètement sur le terrain par le fait que les bénévoles n'arrivent pas toujours à fournir une alimentation saine et équilibrée. On va avoir par exemple Carrefour qui va communiquer en disant « j'ai donné tant de repas ». Il a donné tant de tonnes qui convertit en repas et peut-être que dans ces tonnes, il y avait 70% juste de viennoiseries ou de produits en fait qui ne font pas du tout partie de l'équilibre alimentaire ou des choses que les personnes auraient désiré avoir. Je vais vous montrer un petit peu, ça va être le retour de course spécial Resto du Cœur. Donc du coup, pour commencer, on a eu des pommes de terre comme ça, voilà. Alors ce qui est rigolo, c'est que quand certains en veulent pas, en fait, ils le mettent de côté et du coup ils vous proposent si vous en voulez. Donc il y a du pâté en croûte, du pâté en croûte, du pâté en croûte et du pâté en croûte. Voilà, donc il y a 4 pâtés en croûte. C'est contre-intuitif, mais comme les protéines animales et les acides gras saturés sont surreprésentés dans les dons alimentaires, les gens qui ont faim souffrent plus d'obésité que les autres. Une enquête de 2012 montre que plus de 70% des femmes recourant à l'aide alimentaire sont obèses ou en surpoids. Mais même quand la nourriture proposée n'est pas mauvaise pour la santé, elle ne fait pas forcément plaisir.
À vous donner un autre exemple qui est presque comique, c'est celui des salsifis. Il y avait un excédent de salsifis absolument à refourguer. Oui, du coup, ça c'était rigolo parce que tout le monde s'en faisait une espèce de mission de fourguer ces salsifis alors que personne ne les avait choisis. Du coup, il y avait je me rappelle des bénévoles qui essayaient de présenter ça sur des petits bâtonnets, de faire goûter les salsifis pour sensibiliser aux salsifis qui, en soi, une fois ponctuellement, peut-être c'est très bien. Mais non, toutes les semaines, les mamans, elles en voulaient pas. Les enfants, ils n'en mangeaient pas. Et puis, quand on explique aux personnes, vous pouvez le cuisiner comme ci, comme ça, et qu'en fait, elles sont en hôtel social sans cuisine, ben non, ça fonctionne pas. Ça ne fonctionne peut-être pas du point de vue des bénévoles et des bénéficiaires, mais tout dépend des critères que l'on prend. Du point de vue de l'État, ce système est plutôt satisfaisant. L'État, lui, s'y retrouve, vu le nombre de personnes. En fait, pour l'État, le système de l'aide alimentaire, il est jugé efficient. C'est-à-dire qu'il coûte très peu par rapport à la paix sociale qu'il permet d'obtenir, par rapport à la gestion des déchets qu'il permet d'organiser. Je dis déchets, c'est très malvenu, en fait, la gestion en fait, des surplus alimentaires qu'il permet d'organiser. Et en fait, c'est quand j'écris dans le livre que tout ça permet le maintien de la paix et que ça contient une violence, c'est pas des mots à peser faiblement, en fait. C'est très important. C'est vraiment toute la biopolitique et le biopouvoir décrit par Foucault. C'est-à-dire que mon corps, à moi, le corps de l'autre, quand il reçoit les produits de l'aide alimentaire, il est utilisé pour autre chose que ce à quoi on pense qu'il est destiné. C'est-à-dire qu'au lieu de transformer, de lutter contre la pauvreté et de faire en sorte que la personne s'en sorte, non, j'assure au système capitaliste d'avoir des débouchés sur sa surproduction alimentaire et je viens pas transformer la donne. Donc c'est en ça où vraiment dans cette loi, il y a énormément de violence et une violence qui est adressée à l'autre en lui disant en fait, toi, tu ne pourras... D'ailleurs, on parlait de dons, toi, tu ne pourras pas rendre parce que le contre-don, on l'a déjà fait via la défiscalisation à l'autre. Toi, juste absorbe ce produit et peu importe s'il te rend malade, s'il te fait grossir. L'aide alimentaire peut donc être violente du fait qu'elle soit issue des invendus ou des invendables, mais aussi pour une autre raison. Bénédicte Bonzi dit que du point de vue du supermarché qui donne, le contre-don a déjà eu lieu via la défiscalisation. Or, ce que montre l'anthropologue Marcel Mauss dans son célèbre essai sur le don de 1925, c'est qu'il est important que le bénéficiaire du don lui-même puisse rendre. Le don, curieusement, est une forme de guerre. Dans ces sociétés archaïques, on se bat à coups de dons, on rivalise de dons. Et l'objectif n'a rien de charitable. Comme le dit Marcel Mauss lui-même, il s'agit, à travers les dons que l'on fait, de placer les autres à l'ombre de son nom. Je reprends les formules de Marcel Mauss. Les placer à l'ombre de son don, de les aplatir. Il s'agit d'aplatir son rival en générosité, en montrant que l'on est plus généreux que lui. Car de fait, comme il l'établit, celui qui ne peut pas rendre le don qui lui a été fait, celui-là devient amoindri socialement, tombe dans la dépendance, il est l'obligé, rappelez-vous le vocabulaire du don, je suis votre obligé, il devient l'obligé de celui qui lui a donné ce don qu'il n'est pas en mesure de rendre, au moins à parité. Dans le don, il y a une charge morale. Un peu une charge invisible, comme le décrivait Mauss. Et c'est un peu le côté magique qui fait qu'on ne sait pas pourquoi on est obligé de rendre, mais on rend. Et c'est comme ça dans tout un tas de sociétés. Et c'est ce qui a passionné Mauss dans le don, qui continue de me passionner et qui passionne plein d'anthropologues, de se dire, oui, en effet, il y a cette force consciente, inconsciente, qui nous oblige à rendre. On est mal à l'aise quand on est invité ou que finalement on n'arrive jamais à réinviter les personnes. Le lien, il est plus si fluide. Et quand vous dites le don perpétue cette relation dominant-dominé, c'est à cause de cette impossibilité de faire le contre-don de celui qui reçoit ? Oui, ou de ne pas le faire au bon moment, oui, ou de ne pas le faire à la bonne... Enfin voilà, de ne pas être maître de cette temporalité-là et d'avoir ce sentiment, en fait, d'être redevable sur quelque chose qui est un droit. Ça, je ne savais pas, mais la France a signé des textes internationaux qui affirment le droit fondamental de chaque être humain de se nourrir dans la dignité, que ce soit en produisant lui-même son alimentation ou en l'achetant.
Le problème, c'est que ce n'est pas un droit opposable, c'est-à-dire que la puissance publique n'a aucune obligation de résultat et les citoyens n'ont aucun recours devant les tribunaux. En pratique, les pauvres se retrouvent donc à dépendre des dons de la charité, ce qui peut déjà en soi être humiliant et ce qui en plus les expose parfois à des comportements abusifs. Vous décrivez aussi autre chose qui peut surprendre sur le fait qu'il arrive que les bénévoles eux-mêmes puissent avoir des comportements irrespectueux ou violents. Ouais, on n'est pas du tout chez les bisounours. Ouais. Et voilà, c'est comme partout. Des fois, on pète les plombs, on atteint nos limites. Il y a des personnes qui sont aussi dans des enjeux de pouvoir et pour qui c'est facile de venir dominer dans le cadre où la personne est super vulnérable. Et comme on n'est pas dans le cadre du travail, justement, c'est pas si simple d'évacuer ces personnes-là, surtout quand on manque de bénévoles. Et c'est en ça où, encore une fois, le travail de mots, s'il est essentiel, c'est que le don, il ne permet pas la justice. De fait, à partir du moment où on reste dans l'économie du don et que la domination est possible, elle va s'exercer et c'est humain. Et si on veut se prémunir de ça, il faut transformer le système. Transformer le système, ça veut dire remplacer la logique du don et de la charité par celle du droit et de la justice. Quand l'État garantit un droit, celui qui en bénéficie n'est pas redevable envers qui que ce soit. Les gens devraient se mobiliser eux-mêmes, ce qui est un peu utopiste, ou alors c'est les pouvoirs, c'est au pouvoir public de le faire. Moi, je suis prêt à donner sur mes impôts ce qu'on voudra pour que les gens ne crèvent pas de faim. L'une des pistes qui est développée dans le livre et qui va dans ce sens est celle d'une sécurité sociale de l'alimentation. Moi, je me dis qu'il faut sortir l'alimentation du marché et proposer un nouveau projet politique autour de l'alimentation qui nous amène vers autre chose et qui prémunisse en fait tout le monde du risque qu'on vit là et de ces situations tragiques qu'on vit en se disant non, on met en place une nouvelle branche à la sécurité sociale de santé. Alors la sécurité sociale de l'alimentation, c'est vraiment un projet politique. Alors que l'aide alimentaire apparaît comme une solution à une problématique de la faim. Donc là, non, c'est pas une solution. Il faut que les gens s'impliquent. Donc on rentre vraiment dans la perspective de démocratie alimentaire. Et du coup, on s'inspire sur le modèle de la sécurité sociale de santé 45 qui a fait ses preuves parce que ça a fonctionné. Depuis quelques années, un collectif réunissant des ingénieurs agronomes, des agriculteurs et des militants associatifs travaille sur cette piste. Dans les grandes lignes, chacun cotiserait selon ses moyens et recevrait un bon d'alimentation de 150 € par mois qui lui permettrait d'acheter des aliments conventionnés, c'est-à-dire des aliments qui sont liés par une convention, un accord avec la sécurité sociale. Ces produits conventionnés seraient désignés par des caisses locales au sein desquelles se retrouveraient des consommateurs, des producteurs, des travailleurs et des élus qui choisiraient ensemble démocratiquement des aliments respectueux de l'environnement et des agriculteurs. Et moi, la première, j'ai eu du mal à me convaincre au départ que c'était une perspective importante et finalement, c'est en rédigeant la thèse et en me disant non, mais en fait, c'est impossible de continuer comme ça. En fait, ce qui est de la folie, ce qui est de l'utopie, c'est de se dire qu'on va continuer comme ça avec des millions de personnes. À chaque crise, en fait, l'aide alimentaire double et on s'en satisfait. Non, ça, c'est de la folie. Les bénévoles font tout leur possible pour lutter contre l'injustice et faire respecter le droit des êtres humains à se nourrir dans la dignité. Mais ils dépendent d'un système d'aide alimentaire qui ne permet pas de répondre à ce droit. D'abord parce qu'il place les bénéficiaires dans la position humiliante d'obligés, et ensuite parce qu'il les oblige à accepter les produits déclassés dont personne ne veut. Pour Bénédicte Bonzi, la première chose que permet le don, ce n'est donc pas la justice, mais le maintien de la paix sociale. Pour aller plus loin, mes sources sont en description et pour garder les idées larges, il y a d'autres épisodes. À bientôt!